Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières! Salut à tous! Bonjour! Hello les filles! Salut! Coucou! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Partage de sorcières dédié au sabbat Beltane, un sabbat de la sexualité, je le dis avec un grand sourire, des fleurs, de la joie de vivre, de l'optimisme et le sabbat pendant de Samhain. Alors dans l'hémisphère nord on est maintenant à Beltane, l'hémisphère sud on est sur Samhain, mais donc on reste dans l'hémisphère nord. Et Beltane, c'est l'un des sabbats majeurs. Alors à nouveau, majeur et mineur, c'est juste deux manières de les catégoriser, mais c'est pas qu'il est plus important. Mais c'est donc un sabbat du Festival des Feux, où le feu a vraiment une place centrale et on pourra le revoir tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume, commençons ce nouvel épisode avec Anaïs, si tu veux bien, avec l'étymologie de Beltane et puis les anciennes traditions, tout ça. Je vais bafouiller pendant cet épisode a priori. Mais non. Effectivement, Beltane, c'est vraiment le pendant de Samhain, tu l'as très bien dit, et il est aussi à mi-chemin entre les fêtes de l'équinoxe et du solstice d'été que nous fêterons ensuite à l'Ita. Donc c'est un peu un portail, il est un peu entre deux. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'à Beltane, le voile entre les mondes est très fin. Et donc, on a comme à Samhain cette proximité avec le monde de l'au-delà, éventuellement, le monde des fées, du petit peuple, etc. Voilà, donc on est vraiment dans cette ambiance-là. C'est vraiment un sabbat très important et qui est très fêté, et encore de nos jours également. Donc, en termes d'étymologie, pour une fois, ça va être super facile. Quelle chance! Donc, les philologues sont assez d'accord, notamment Philippe Jouet, sur cette question. Et donc, Beltane, tout simplement, ça veut dire jour de mai ou 1er mai. Voilà, donc comme ça on est tranquille. Et éventuellement jour de Bel, en référence à Belenos Beizama, le couple de dieux qui était célébré pendant cette fête à l'époque celto-gauloise. Donc par contre ça c'est un peu... c'est pas forcément l'étymologie qui est privilégiée, mais vraiment c'est premier jour de mai. Voilà, un jour de mai, tout simplement. Donc pour une fois, c'est assez facile. On est simple et on n'a pas des prononciations trop compliquées. Voilà, donc pour l'étymologie de ce jour-là. On parlera ensuite, je pense, des déesses de plus en détail. Ouais, c'est plutôt Seigneur, voilà. Donc Belisama notamment, je pense que tu la présenteras. Je vais en parler un petit peu dans les anciennes traditions. Écoutez, je vais en parler moi alors. En général aussi, je farfouille un peu les sites mégalithiques, mais comme là on n'est ni un solstice ni un équinoxe, il n'y en a pas des masses. Et j'en ai trouvé un quand même en République d'Irlande dans le comté de Kerry, donc là... Grand bonheur de prononciation, je vois déjà ton petit sourire. Tu m'entends et tu me vois rigoler. Voilà. Donc le site Attends, pardon, parenthèse. Pour les sorcières qui nous écoutent, qui peut-être nous découvrent là, on a un problème de prononciation. Alors moi, c'est l'Amérique du Sud, les Mayas, Quetzalcoatl et tout ça. C'est tout ce qui est irlandais et celtique, forcément. Ça tombe pas bien. Non, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc j'ai trouvé un site qui est encore en plus utilisé aujourd'hui par les néo-païens, qui serait un des plus anciens sites de pèlerinage pré-chrétien, de pèlerinage liés à la fécondité et à la sexualité, qui est celui de Cathair Crob Dearg, qui se traduit par la serre rouge, ou la City of Throne, donc la cité des cerfs, la cité, voilà. Donc ce serait des cerfs de l'aigle, pas du cerf de l'animal, comme sur ta petite tête. Donc ce serait vraiment un site qui serait très très ancien, plutôt du mésolithique ou du néolithique moyen, et où on aurait des traces de cultes qui se seraient célébrés à ce moment de l'année, notamment liés à la fertilité. Tu l'as dit en introduction, c'est un sabbat dédié à la fertilité, vraiment c'est le summum du printemps, donc on est vraiment là-dedans, et on va le retrouver aussi avec toutes les traditions agraires, dont je parlerai aussi plus en détail, puisqu'aujourd'hui j'ai fait un petit switch, j'ai cherché les traditions anciennes, mais comme je trouve que c'est souvent un peu répétitif, je vous parle toujours des Celtes d'Irlande, des Romains, voilà, je vais en parler un petit peu, mais je suis allée surtout chercher dans le folklore de nos campagnes et dans ce que ma grand-mère, moi, maternelle, m'a transmis, qui est la sorcellerie de campagne. Et moi, je trouve ça vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je suis allée un peu gratter là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de choses pour fêter Beltane, justement. Ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup de faire ce partage-là. Moi, j'ai pas du tout d'héritage... ancestral féminin, je pense pas pour rien que j'ai créé 3 cercles, ça doit être aussi en lien avec ça. Et je trouve toujours génial quand on a des partages de sorcières qui viennent nous raconter les grands-mères, les tantes. J'ai souvenir aussi d'un épisode avec Mia
qui est l'illustratrice qui avait fait, quand on faisait des box à Trois Cercles, on avait une illustratrice qui avait bossé avec nous sur je sais plus quelle box. Elle avait fait la carte de la Lune et elle nous avait raconté plein d'anecdotes par rapport à ses grands-parents et leur relation aux vaches, aux prés et à tous les rituels. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop cool. C'est exactement ce qu'on va retrouver, parce que c'est une fête qui est très très agraire aussi. Et il y a eu encore beaucoup de survivance, même jusqu'à maintenant. Même jusqu'à maintenant, tout à fait. On parlera sûrement du mât de mai. Voilà, la mât de mai, c'est encore quelque chose qui est très utilisé dans de nombreux pays. Donc, je vais commencer. Pardon, je me permets encore une parenthèse. J'aime bien cette collection des éditions Danaé, des bouquins Beltane. Voilà, c'est des petits bouquins dédiés à chaque sabbat. Ils sont très bien. Et j'étais impressionnée, comme pour celui-ci, pour Beltane, il y a vraiment énormément de traditions actuelles qui sont répertoriées. Pour les autres sabbats, honnêtement, il y a un peu des bribes. Bon, toi, tu dois creuser à chaque fois. Mais Beltane, il est très actuel, en fait. C'est très moderne, C'est très moderne. D'ailleurs, il y a encore un énorme festival à Édimbourg. Moi, j'ai été d'ailleurs le festival. C'est incroyable. Ça regroupe des milliers de personnes sur une colline, sur la colline d'Édimbourg. Et en fait, il y a une grande procession où on suit la reine de mai et l'homme vert qui représente donc, ce sabbat. Et c'est très très actuel et il y a vraiment beaucoup de personnes qui se joignent à cet événement. Donc effectivement, c'est encore un sabbat qui est très très fêté. Et puis j'ai trouvé aussi des choses, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est un petit peu dans toute l'Europe, vraiment qu'il y a des survivances, même ici à Genève. Donc je vais voir ça tout à l'heure. Je sais qu'en Italie, il y a plusieurs célébrations encore qui sont très vivaces, qui sont liées au feu et à Beltane aussi également. Donc oui, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pour le coup un sabbat qui a traversé les âges. Et comme on va le voir via la symbolique qui est très très forte, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a beaucoup survécu, c'est que ça parle à beaucoup de gens en fait, tout simplement. Donc je vais commencer du coup avec les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, comme on disait à l'école, ce qui est bien entendu pas exact totalement. Donc les Gaulois, c'est un terme générique qui regroupe l'ensemble des peuples d'origine celto-germanique qui habitaient donc la Gaule à l'époque antique, et on les connaît majoritairement par l'ouvrage de Jules César himself, La guerre des Gaules, et César parle dans sa guerre des Gaules, dans un passage, de Beltane et des célébrations que les Gaulois faisaient à cette époque-là, donc qui relie aux périodes du mois de mai, et notamment de l'assemblée des Carnutes, qui aurait été l'assemblée des druides du clergé gaulois en fait à l'époque, et donc dont Jules César aurait entendu parler, et il en parle également dans ses mémoires. Donc c'est quand même quelque chose qui était certainement très prégnant pour que même Jules César l'envahisseur le note de son côté. Donc pour les Gaulois, cette période-là, elle est vraiment l'apogée de l'année, parce que c'est la période qui va marquer le retour de la chasse, le retour de la guerre, le retour des razzias, des affrontements entre les différents peuples gaulois. C'était vraiment une mosaïque de peuples. On peut pas... J'utilise le mot gaulois, mais c'est vraiment une mosaïque de plusieurs tribus, si on peut les appeler comme ça. Et vraiment, c'était à cette période-là qu'ils se remettaient à se battre entre eux pour des territoires, pour la chasse, même pour leurs femmes, certainement. Donc, pour eux, c'était vraiment une période très importante. Et les druides fêtaient cette période, donc lors de cette fameuse assemblée des Carnutes, par l'allumage d'immenses feux, on en reparlera, dédiés aux deux dieux principaux du panthéon gaulois, qui étaient Bélisama, la très brillante, et son parèdre masculin, Bélénos, qui était dieu également de la foudre. Donc, non, c'est Aramis, pardon. Du soleil, Bélénos du soleil, voilà, ouais. merci. Ouais. Donc, effectivement, c'était les célébrations qui étaient liées à ces deux principaux dieux. Alors, on ne sait pas grand-chose de plus de ces dieux, mais Bélisama, on en trouve des traces dans l'archéologie, donc on sait qu'elle était très célébrée, et notamment qu'il y avait aussi des sources qui lui étaient dédiées. Quand on verra peut-être plus les déesses, je développerai plus ce point-là. Mais donc, vraiment, il y avait ces assemblées, ces grands feux, et ces grands feux qui étaient allumés, au milieu desquels on faisait passer le bétail et les troupeaux pour les purifier et pour empêcher qu'ils attrapent des maladies. Donc c'est vraiment le feu à Beltane, il est purificateur, il est prophylactique, donc il empêche la maladie d'arriver avant même qu'elle ne soit là. Voilà, donc ça servait vraiment aussi à ça. Donc ça, c'était plutôt les traditions gauloises. Donc voilà, on est en Gaule cisalpine, hein, donc, pour les Romains, c'est la Gaule de l'autre côté des Alpes, donc c'est la France en gros, hein, en très très large. Et puis on va ensuite traverser le bras de mer de la Manche pour arriver
sur les peuples celto-irlandais plutôt. J'en ai déjà un petit peu parlé avec ce fameux site mégalithique. Donc là aussi en Irlande, beaucoup de traditions liées à Beltane et certainement, on a maintenant l'habitude, liées aux déités du panthéon celtique. Donc on en a des traces dans plusieurs textes parce qu'on a beaucoup de poèmes qui nous sont parvenus. Donc on a le fameux Tormach Émir, donc la courtisane des mers. Mais cette fois-ci, je l'ai bien prononcé, C'était top. On a senti que tu as répété avant le podcast. Comme moi, j'ai écrit, aujourd'hui j'ai des notes pour cet épisode de podcast qui est assez fou. Et toi, tu as fait ta répétition. Donc dans la courtisane des mers, le héros, Cthulain, nous dit « Car ce sont là les divisions de l'année depuis très longtemps ». L'été de Beltane à Samhain et l'hiver de Samhain à Beltane. Donc il y avait vraiment 2 saisons et donc c'est comme ça qu'on sait dans les textes que ces fêtes existaient. Un peu où on n'avait pas trop de traces pour Imbolc ou des sabbats qui sont plus confidentiels. Là vraiment c'était, on le sait, les 2 grandes fêtes de l'année, l'été et l'hiver. On divisait un petit peu comme ça. Mais je trouve que dans Beltane, il y a vraiment cette notion de dualité. On la retrouve beaucoup plus que dans les autres sabbats où il y a l'homme et la femme. Il y a les feux, il y a 2 feux dans lesquels on passe, le jour et la nuit. Il y a vraiment quelque chose qui se joue aussi sur cette notion de dualité qui est aujourd'hui beaucoup questionnée aussi par tous les courants inclusifs où il y a le spectre est plus nuancé que hommes et femmes, mais si on le reprend d'un point de vue très simple, sans a priori, il y a vraiment cette ambivalence dans Beltane que je trouve assez intéressante. Tu le disais avant, l'homme vert et puis la reine de mai. Parce qu'en fait c'est tout simplement lié à la reproduction, c'est simplement mâle-femelle en fait. C'est ça qui est symbolisé et représenté beaucoup dans ce sabbat là, puisque effectivement c'est un sabbat qui est lié à la sexualité, à la fécondité, à la fertilité de la terre. Et on a ce côté aussi très feu et eau. Donc aussi 2 opposés. Tout à fait. Qui sont essentiels, donc le soleil et l'eau pour faire pousser, donc c'est juste. Et d'ailleurs, ça m'a fait... j'ai pas encore compris pourquoi, mais quand je suis passé dans mon grand livre des correspondances, là je le montre, mais je l'aime bien celui-là, c'est grand livre des correspondances, je mettrai pour les filles qui nous écoutent sur les plateformes de podcasting la référence, et j'ai vu que l'astre qui était associé à Beltane, moi j'aurais dit soleil si on m'avait posé la question, et pas du tout, c'est la lune. Incroyable. Et là encore, on est dans une polarité. Le soleil, c'est peut-être plus mais parce que c'est le solstice, mais ça m'étonne pas, m'étonne pas forcément. Parce que c'est aussi après on va voir, c'est relié à Aphrodite, etc. Toutes ces grandes déesses de la fertilité, c'est la lune pleine au final. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que c'est là où ça fait sens. Il ne faut pas oublier que la lune est éclairée aussi par le soleil, donc quelque part elle est fécondée aussi par cette lumière. J'adore cette symbolique. Quel poète, cette lumière. Je suis fan de cette explication. Voilà, je repars avec. Merci les filles. Donc, pour continuer sur nos petits Celtes, ils avaient un petit peu les mêmes traditions que nos amis gaulois, puisque c'est la même origine, on va pas se mentir. Donc, eux aussi, une grande assemblée. Alors, vraiment, pour le coup, dans ces traditions-là, dans ces civilisations-là, ça semblait quand même être plus une fête du clergé, alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment plus populaire, je trouve. C'est-à-dire que les gens, au fil du temps, se sont appropriés certainement la tradition et l'ont plus transformée en une grande fête qui est plus populaire, où on fait des banquets, etc. Alors qu'à l'époque, ça a l'air quand même d'avoir été plutôt une fête, réservée à une sorte d'élite religieuse qui était les druides et dirigée en tout cas par eux. Donc c'est peut-être la différence entre les anciennes traditions et les modernes, c'est qu'aujourd'hui on est plus ouvert peut-être, et à l'époque c'était quand même beaucoup plus réservé à ce clergé. Donc c'est Keating dans son histoire de l'Irlande, History of Ireland, qui nous dit qu'il y avait ces grandes assemblées, donc sur les collines, tu as parlé de la colline d'Édimbourg, et en Irlande c'était la colline du Senach, donc dans le comté de Kerry, toujours pareil, où on allumait ces grands feux de Beltane et où on faisait passer les troupeaux entre les feux. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé également qu'en Irlande ancienne, Beltane était liée à une tradition de divorce, ou en tout cas de rupture de ce qui pourrait s'apparenter au contrat de mariage. Ce qui est marrant quand on parle de fécondité, d'union, etc. Est-ce que c'était pas le moment de dire, là, avec mon gars, ça marche pas, donc je vais en prendre un autre, histoire de voir si ça peut marcher mieux, si on peut être plus fécond, peut-être. En tout cas, je trouvais que c'était sympa, cette différence. Ça fait sens un peu avec le fait qu'il y a l'union des mains qui se fait beaucoup à cette période, et je sais que ce rituel, en fait, cette union était valable une année. Donc peut-être qu'au bout d'une année, en fait, il n'y avait pas de renouvellement. Voilà, et on pouvait dire, ça ne convient pas, et finalement, on a envie de changer, donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'était lié avec cette idée de divorcer. Enfin, nous, on n'a pas rentré ça à un divorce. Ouais. Effectivement, il y avait
je ne sais plus comment le nom exact, Handfasting, merci. Ouais. C'est toujours actuel, hein, les cérémonies d'Handfasting, ça se fait encore. Nous, on hésitait d'ailleurs à 3 cercles à en organiser. Ouais, mais c'est génial ça. Moi, on m'a demandé plusieurs fois. Ouais. Bon, finalement, je me suis jamais lancée à le célébrer, mais franchement, il y a beaucoup de demandes. C'est quelque chose parce que ça, c'est pas tout à fait comme le mariage laïque. Il y a quand même une dimension spirituelle, mais en restant très connecté quand même aux énergies de la nature. Ouais. Donc, effectivement... Oui, ça peut correspondre. Pour beaucoup de gens, ça peut être parlant. Surtout si tu n'as pas envie, aujourd'hui, de te relier à une religion particulière qui ne te parle pas forcément, qui était une tradition de tes parents et qui... Ça peut faire sens. Ouais. C'est vrai que juste la mairie, c'est un peu dénué d'émotions, d'amour. Ça peut l'être complètement, mais c'est vrai que d'avoir cette Handfasting dans la forêt. Voilà, bon, l'appel est lancé, les filles. Si vous avez envie d'une cérémonie, dites-nous. On le fait bénévolement au départ pour s'essayer. C'est ça. Donc on retrouve effectivement exactement les mêmes célébrations. Donc avant de vous parler du folklore de campagne, j'aimerais quand même signaler que sous l'Empire romain, il existait les Floralia ou Florali. Donc les Floralia, la fête de la déesse Flore, qui est aussi souvent assimilée à la nymphe Chloris. On a pas mal parlé des nymphes. Donc Chloris, c'est la nymphe des fleurs, c'est la nymphe du printemps, et c'est aussi l'épouse de Zéphyr, le vent. On parlait du vent tout à l'heure. Donc toujours des mythes un peu sympas, puisqu'elle serait responsable du changement, de la transformation d'un paquet de petits jeunes hommes, dont Adonis ou Hyacinthe en fleurs. C'est toujours des histoires, donc là c'est Adonis, je crois, où c'est vraiment Zéphyr et Apollon tombent amoureux de ce jeune homme, qui est très très beau forcément, et c'est le préféré d'Apollon, et Apollon l'amène toujours à la chasse avec lui, et Zéphyr est très jaloux, et un jour où ils chassent ensemble, Zéphyr détourne la flèche avec le vent, et Adonis meurt, et il est transformé en fleur, voilà. On aura plusieurs petites anecdotes comme ça, donc voilà, ça aurait été... C'est toujours mignon, ces petites anecdotes, vraiment quoi. Mais si on parle du muguet du 1er mai, j'en ai une super sympa. Après... on se réjouit, donc voilà. On fermera l'épisode avec le 1er mai. Les Florali, elles se fêtaient du 27 avril jusqu'au 2 mai. Donc on est vraiment 5 jours de fête plein, et en fait, comme toujours, pour nos amis romains, c'est des fêtes qui mêlent à la fois célébration religieuse, mais aussi surtout banquets, danse, beaucoup de danse pour les Florali, énormément de danse, notamment dans le cirque qui était dédié à la déesse. Ouais, ça revient parce que j'ai repris ça justement pour la partie les déesses, et le public pouvait demander aux femmes, aux danseuses de se déshabiller en fait. Exactement, danser. Alors c'est Ovide non, c'est pas Ovide, pardon, c'est Cicéron, qui est un juriste très connu, qui a assisté une fois à ces Florali dans le cirque de Ménie, qui était dédié à Flore, et effectivement les femmes se sont déshabillées, et lui qui était quand même un peu un patricien un peu guindé, il était assez outré, ça l'a pas il a pas aimé. Ouais, il a trouvé que c'était un petit peu peut-être trop excessif, très païen, voilà, très païen. Mais on rejoint notre petit bouc qui était caché et qu'on sacrifiait, qui partait ensuite fouetter les femmes dans les rues de Rome. Voilà, c'est toujours ce côté-là avec les Romains. Il y a vraiment ce côté civilisation extrêmement construite, extrêmement hiérarchisée. Puis c'est fête où on lâche tout et où on profite en fait du temps. Et puis là, il fait beau, donc pourquoi pas. Et puis Beltane, il y a vraiment cette notion de sauvagerie, cette notion animale, de la sexualité. Il y a vraiment quelque chose de profond. Ouais, il y a quelque chose un peu dionysiaque aussi. Oui, mais c'était pas la même époque, il me semble. Mais oui. Dionysos, moi, je l'ai retrouvé pas mal dans mes recherches. D'abord, c'est un dieu que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très ambigu, il est très spécifique. Dionysos, c'est le pinard ? C'est lui, tout à fait. Entre autres. Alors voilà, ça c'est la première idée. Voilà, c'est l'idée qui est venue après avec la Renaissance. Après, il est orgiesque, c'est ça. C'est l'instinct aussi. Voilà. C'est l'instinct, la joie. Mais pas que aussi. Enfin, il a un côté très sombre, Dionysos, parce qu'il y a souvent des histoires de cannibalisme, de sauvagerie, vraiment de choses très très sombres qui sont aussi liées à son culte, notamment via les Ménades, qui déchire Orphée et qui le mange après quand elle le croise. Il y a ce côté folie, c'est vraiment une figure qui est très intéressante, qu'on pourra creuser peut-être
une autre fois. Mais donc voilà, moi je vais pas approfondir plus Floralia et les Floralia et Flore, puisque tu vas en parler après. C'était juste pour signaler qu'il y avait aussi des traditions dans l'Empire romain. Et donc moi, j'ai vraiment choisi de regarder le côté folklore de nos petites campagnes. Qu'est-ce qui se passait? Alors c'est l'époque moderne, mais ça va être vraiment l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, j'avais une grand-mère qui était d'origine du Limousin, et elle me disait tout le temps quand j'étais petite, tu sais, la région de laquelle on est originaire, c'est le berceau de la sorcellerie en France. Et moi, ça m'est toujours resté vraiment. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment dans le centre de la France, qui est très vert, qui est encore très peu peuplé. Vous pouvez aller voir marcher, les autochtones. C'est ça, et puis marcher pendant des les heures sorcières et des dans heures les bois. sans croiser personne, des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi j'habite Et à quand vous Genève? Moi, je vais aller habiter là-bas. Quand vous arrivez dans un village, d'un coup, tout le monde vous ferme les volets à la tronche, parce qu'on ne vous connaît pas, vous êtes un étranger, donc vous faites peur. Il y a vraiment encore des endroits comme ça. Puis surtout que les villages se sont vidés aussi beaucoup. Oui, beaucoup. Et un peu moins avec le retour quand même. Ça revient, mais vraiment, Et donc, c'était des traditions qui existaient, et vraiment au 1er mai, donc dans la nuit de Beltane, du 31 avril au 1er mai, il y avait du 30 avril, oui, pardon, au 1er mai, du 31. T'as dit 31. Je crois que j'ai noté. Tu rajoutes des jours. Ouais, moi je mets des jours en plus, j'aime bien. Autant en profiter. Et donc du coup, c'était vraiment des fêtes donc, qui étaient liées aussi au feu, où on va allumer des feux, on va retrouver cette tradition agraire de sortir les bêtes, etc. Mais c'était aussi lié à la transhumance très fortement dans les sociétés qui étaient encore très agricoles. Donc c'est le moment où on va sortir les bêtes pour l'hiver et on va les amener soit vers les pâturages, soit ici vers la montagne. Pâturage d'été. Ils vont monter en montagne, ils vont aller, les bergers les conduisent, il y a vraiment tout un rituel qui est lié à la transhumance, avec les animaux de tête qui ont des cloches, etc., les clarines, tout ça, c'est encore... Et des fleurs aussi souvent. Des fleurs, je fais le lien maintenant en t'écoutant, mais dans les transhumances en Suisse, il y a toutes ces bêtes qui sont super belles, super belles, hyper décorées. Oui. Et surtout, c'était... elle me racontait cette idée de les conduire, de les sortir avant le matin, pour qu'ils puissent profiter aussi de la rosée qui se déposait là, sur les fleurs et les plantes et l'herbe qu'ils allaient brouter, pour que quand ils arrivent, ils aient vraiment le moment de profiter de cette eau un peu bénite par la nuit et par la lune. Et alors si ça tombe en plus une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est encore mieux, bien entendu. Là, c'est le top. Et surtout pour qui? Elle me disait certaines personnes, donc elle visait par là sorciers, sorcières, barreurs de feu, coupeurs, vraiment tous les petits guérisseurs, les gens qui étaient encore dans les campagnes. Et, moi, ma grand-mère, elle allait plus facilement faire appel aux rebouteux ou guérisseurs quand elle était jeune qu'aux médecins, en fait. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait aller à la ville, ça coûtait cher. Et les rebouteux et les barreurs de feu, notamment, moi j'ai des barreurs de feu dans ma famille, c'était une tradition qui était très vivace. Et donc, ils cueillaient leurs plantes toujours cette nuit-là. Alors, ils vont aussi cueillir des plantes à la Saint-Jean, donc à l'Ita, en fait. Mais la nuit de Beltane, c'était vraiment pour certaines plantes, il fallait les cueillir à ce moment-là pour qu'elles aient leur plein pouvoir de guérison, et notamment l'aubépine qui est une plante conjuratrice. Donc le bois d'aubépine, comme les fleurs, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la sorcellerie de campagne et dans tout ce qui est les baumes, les absolus, les élixirs de guérison, etc. Et on utilise l'aubépine et il faut qu'elle soit cueillie cette nuit-là. Sinon, c'est fichu. Il ne faut pas la cueillir une autre nuit de l'année. Et il faut donner quelque chose en échange. Moi, j'adorais cette histoire-là. Donc, elle me disait, si tu cueilles de l'aubépine la nuit ou le matin très très tôt à Beltane, en échange, tu donnes une mèche de cheveux. D'accord. Voilà. Ou tu donnes quelque chose qui t'appartient, auquel tu tiens un petit peu, ou que tu as fabriqué toi-même, quelque chose d'instinctif en fait, et que tu vas laisser pour remplacer ce que tu as pris en fait à la nature. Et je trouvais que cette tradition-là était vraiment très belle, d'échange en fait, un petit peu, de dire... Voilà, je donne quelque chose en échange du pouvoir qu'on va m'octroyer pour toute mon année et que je pourrais utiliser comme ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment... ça faisait sens, symbole. En tout cas. Après, j'ai vu aussi que l'eau de Beltane, la rosée de Beltane, elle est vraiment considérée comme, elle est comme magique. Ah oui, c'est... les sorcières vont mettre leurs pieds dans la rosée de Beltane dès le matin. C'est comme ça qu'elles prennent leur pouvoir pour le reste de l'année. Je vais faire ça cette année.
c'est sûr. C'est clair. Moi, je propose qu'on fasse tout ça. Ouais. Comme ça, on se reconnaît. Bah oui. On sort des bois et on met notre pied dans la rosée. Ah, bah vous savez... Ah non, je peux pas le dire encore. J'allais dire un petit truc pour le Festival des sorcières. Ouais. On a posé la date pour le Festival des sorcières. Mais je crois que j'ai pas le droit de dire. Alors bon, Bon. suivez le compte Instagram du Festival des sorcières. Mais c'est pas exclu qu'il soit en lien avec la rosée de Beltane. Alors ensuite, il y avait une dernière chose un peu plus moderne dont elle me parlait, dont j'ai trouvé des traces également. C'est que c'était devenu aussi une célébration pour les personnes qui voulaient se marier, on en a déjà un peu parlé, ou qui cherchaient un amant, voilà, cette nuit-là, si on cherche à faire un enfant ou si on veut vraiment se nouer avec un amant, c'est cette nuit-là qu'il faut sortir dans le bois et aller chercher son petit chéri caché dans les buissons pour faire ce qu'on a envie de faire, ou mettre des fleurs sous son tablier ou en couronne certaines fleurs pour signifier que à la fête devant le feu, machin, où tu vas aller manger, je suis open. Je suis intéressée. Voilà, donc moi, je me suis très intéressée. Vous voyez avec ma couronne donc on a toutes mis des fleurs, on est toutes intéressées aujourd'hui. Alors ça dépend les fleurs, mais par exemple le bleuet était vraiment recommandé pour quelqu'un qui veut trouver l'amour, là, plutôt. Alors que les couronnes de marguerite, c'est vraiment plutôt dire j'ai déjà quelqu'un et je lui garde ma foi, même s'il n'est pas là. Par exemple, il est parti à la guerre, malheureusement, c'était des périodes où il y avait souvent des guerres. Je suis occupée, donc je participerai sans participer, voilà, par exemple. Donc, alors moi j'avais lu que le langage des fleurs aussi. Ah oui, ça c'est vraiment trop cool, se signifier comme ça. Et j'avais lu que les bébés qui naissaient suite à la nuit de Beltane, c'était les bébés du couple, indépendamment si c'est pas le couple qui l'avait fait. Et que du coup ça pouvait aussi être un moyen de répondre à l'infertilité d'un époux. Ouais. D'avoir des relations sexuelles avec d'autres pendant cette nuit de Beltane où tout était permis. Mais ça, j'ai essayé de chercher et j'ai pas vraiment très longtemps. J'ai pas vraiment trouvé, j'ai pas creusé quoi. Ça, on trouve des traces clairement au néolithique où on sait qu'il y avait des familles qui élevaient des enfants qui n'étaient pas allés leurs. On le sait par l'analyse des tombes et on pense que effectivement c'était lié aussi à des cultes un peu de la fertilité d'un couple qui n'arrivait pas à concevoir. Et ils pouvaient s'en sortir autrement en fait. Ça a toujours plus ou moins existé. J'en parle dans Absolution d'ailleurs, dans mon premier roman. non, c'est pas celui-là. J'allais vous montrer, je vous le montre après. Et puisqu'on a montré, moi je montre celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un bouquin de Jean-Claude Didler, Soigner ou exorciser. Donc si vous voulez vraiment tous les remèdes miracles, les élixirs, les baumes, les histoires d'anciens guérisseurs, d'anciens barreurs de feu. Il est hyper complet et moi je le trouve super intéressant. Enfin moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et je conseille aussi la chaîne YouTube de Syle Artichaut où il fait souvent des vidéos sur le folklore français, le folklore de la sorcellerie française, du Berry, du centre de la France, etc. Il a plusieurs... de l'Alsace aussi, voilà, il y en a plusieurs régions en France qui sont très imprégnées. Donc voilà, je fais aussi, j'aime beaucoup cette petite chaîne et ce garçon qui est très bien. Voilà. Trop bien, moi j'envoie aussi ma petite référence de bouquin que j'ai pris. Alors il y a les filles sérieuses comme Anaïs qui ont soigné ou exorcisé. Et moi j'ai potion, élixir et filtre magique, à savoir fais-toi ton cocktail, picole en faisant de la magie. Et j'ai trouvé ça méga cool. On en a trouvé un tout à l'heure. On en a trouvé un, c'est vrai. Fallait de la très bonne eau de vie. La très bonne eau de vie. Et c'est de Anaïs Alexandre. Et je voulais vous partager une ou deux petites recettes tout à l'heure parce qu'il y a des cocktails pour appeler l'amour, pour démultiplier la passion, etc. Donc je vous le partage aussi. Je le trouvais vraiment cool ce petit. Qui est super joli en plus, franchement. Il est très joli, ouais. Vraiment joli. Du coup, dans la sorcellerie de campagne, est-ce que tu as d'autres éléments à partager ? Les seuls éléments, ceux que je m'étais notés en fait les plus intéressants. Après, il y en a 1000 autres, mais voilà, si j'ai d'autres choses qui me viennent, j'en parlerai au fil de l'eau, quoi. Trop bien. Voilà. Et les filles qui nous écoutaient sur les plateformes de podcasting ou qui nous regardaient sur YouTube, puisque maintenant c'est possible grâce à Lucie, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez de la sorcellerie familiale que vous avez envie de partager avec nous et dont on n'aurait pas encore parlé, parce que pour nous c'est toujours super chouette, de pouvoir échanger avec vous, mais aussi de pouvoir apprendre de nouveaux rites et rituels qu'on n'aurait pas forcément eu en visibilité. On parle aussi beaucoup de l'Europe, mais les célébrations, elles sont au travers du monde. Donc, si vous avez un héritage de partout ailleurs, on est vraiment très, 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 très preneuse. Et du coup, on enchaîne avec les déesses, si tu veux bien, Sélénia. Ouais. Alors, effectivement, tu as parlé de la déesse Flora et j'avais envie d'ouvrir le bal avec elle, puisque c'est la reine des fleurs. Voilà, c'est la déesse du printemps, de la récolte. Et comme tu disais, à Rome, elle était célébrée lorsque les champs étaient en fleurs. Donc le 1er mai, on célébrait en son honneur
avec des jeux floraux. Donc, et puis ça a pris un développement, effectivement, comme tu dis, sur 5 jours. Et il y avait un jour en particulier qui était dédié à... comment dire, c'était un peu une date anniversaire pour célébrer son temple qui avait été monté là-bas. Donc le culte de la déesse Flora aurait pour origine un legs, tu avais dû le voir dans tes recherches, qui avait été fait au peuple romain par une courtisane, donc, du nom de Flora. Donc elle avait fait ce legs à la condition que l'on célèbre chaque année une fête en son honneur. J'adore, tellement d'égo. Ouais. Ne m'oubliez pas, chaque année, célébrez-moi avec des fleurs. C'était ça ouais. Trop bien. Ouais, avec un temple, quand même. Donc le Sénat aurait par la suite élevé Flore au rang de déesse pour légitimer les fêtes. Et en fait, on se rend compte que dans pas mal de mythes, souvent les courtisanes, elles ont une place assez importante. Oui. On a parlé de la fondation de Rome et de la fameuse louve qui a nourri Romulus et Rémus, mais loupa en latin, c'est aussi une prostituée. Ok. Voilà, donc en fait, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de Cicéron qui était choqué par voilà, toutes ces fêtes, parce qu'effectivement... Choqué par beaucoup de choses. Voilà, il y avait aussi un peu tout ce culte du corps et de la sexualité un peu libérée, qui pouvait être mal vue par effectivement une montée... La bien-pensance. La bien-pensance, voilà. Toujours rappeler qu'à Rome, les femmes avaient très peu de droits et on en a parlé dans le podcast sur l'Antiquité avec Sarah, mais voilà, toujours remettre dans le contexte que là, voilà, typiquement, ça pouvait ne pas plaire aux patriciens parce que c'était les femmes qui revenaient sur le devant de la scène. Voilà. C'était une fête plutôt gênante. Exactement. Et donc, effectivement, les femmes festoyaient nues, on l'a vu, elles étaient parées de couronnes de fleurs. Et ce jour était aussi l'occasion de vraiment de faire beaucoup de bruit dans les rues. Voilà. Donc on imagine un peu ce que ça pouvait être à l'époque. Et puis il y avait aussi des plantes qui étaient importantes dans son culte. C'était notamment le lierre et le chêne. C'était des plantes qui étaient amenées dans son temple. Et puis à en croire certaines traditions, on faisait des distributions de pois et de haricots. Ou bien encore il y avait des courses de personnes qui étaient ornées de roses. Donc... Ça devait être tellement beau à part ça. Ouais. Ça doit être bien sympa. Et puis il y avait aussi des pièces de théâtre, parce que c'était ce que Flora aimait et demandait pour ces célébrations. Et il y avait aussi pas mal de sacrifices, en particulier des chèvres et des lièvres. Donc quand on sait que le lièvre est notamment très lié à la fécondité. À la fécondité. On l'a dit l'autre fois pour Astara. Ouais. Et donc cette déesse chez les Romains était le plus souvent représentée avec soit une couronne de fleurs ou tenant un bouquet de fleurs dans ses mains ou une corne d'abondance aussi, ça t'as dû le voir. Et puis elle serait à l'origine de la naissance de Mars, le dieu de la guerre. Et elle aurait donné à Junon une fleur magique qui rendait les femmes enceintes toutes seules, pour que la déesse puisse concevoir Mars sans l'intervention de Jupiter, son mari. Ok, pourquoi il fallait pas qu'il intervienne, Jupiter ? Je ne sais pas, mais en tout cas... On en a un peu marre, si on peut s'en passer. Finalement. Enfin, avec Zeus, Jupiter, il allait voir tous les quatre coins. Exactement. Toutes les petites c'est vrai. mortelles qui lui plaisaient, donc bon... C'est vrai qu'il n'avait pas vraiment de limite, donc non, voilà. Donc pour une fois, si c'est elle... Il se débrouillait seul, éviter que ce soit lui le père. Exactement. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, Flora, elle commande aussi à la floraison des fleurs sauvages et cultivées. Donc, elle permet aux abeilles de butiner, faisant ainsi le don du miel aux hommes. D'ailleurs, les paroles de Flora dans la littérature antique sont celles-ci. « Le miel est un de mes présents, c'est moi qui appelle vers la violette et le cytise, et sur les branches touffues du thym, l'abeille qui donnera le miel. » Je ne sais pas si la traduction est très bonne, mais en tout cas... Voilà, c'est une des paroles de Flora. Et elle préside également aux belles années de la vie, c'est-à-dire la jeunesse, où la vie est surabondante et où le corps est dans toute sa vigueur. Ouais, en cohérence avec cette notion de croissance. Moi, j'avais vu dans les thèmes qui étaient centraux à Beltane, il y avait la frivolité, la légèreté. C'est aussi
ce qu'on peut associer à la jeunesse et puis à la lune dans son premier croissant, quoi. Ouais, complètement. Et puis Flora, elle représente aussi bien la Dame de Mai qu'on retrouve dans beaucoup de célébrations du mois de mai. Une seconde déesse liée à ces célébrations, c'est Maya, qui est pas trop bien connue. Alors moi, je reste là dans le panthéon romain. Et c'est aussi une déesse du printemps et de la fertilité. Elle fait partie des divinités primitives de Rome, mais elle s'identifie, elle, plutôt davantage à la terre. Plutôt à l'agriculture, du coup. C'est ça. Et le nom de Maya est lié à celui du mois de mai. Et l'un et l'autre nom se réfèrent à la croissance des végétaux. Alors Maya, elle personnifie et favorise l'accroissement des choses vivantes, à la montée de la sève. Et un des sacrifices qui était fait pour elle, eh bien, c'était une truie pleine. Donc ça, c'est un symbole assez fort. Oui, c'est l'époque romaine. Et voilà, c'est vraiment la truie, c'est vraiment un symbole de fécondité très fort. Voilà. Alors Maya aussi, à ne pas confondre avec la Pléiade grecque du même nom. En tout cas, Maya, elle symbolise vraiment la nourrice. La nourrice, et à Rome, elle est célébrée le premier jour du mois de mai. Et il y a plusieurs auteurs, d'ailleurs, qui ont fait des comparaisons entre Maya, mère allaitante, et Gaïa aussi, la Gaïa grecque. La grande-mère, quoi. Voilà. En tant que mère de la terre, donc on peut aussi l'appeler Gaïa Maya. Donc voilà, ça c'est vraiment une déesse qui est importante à cette période de l'année. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment la trois symbolique du coup de la féminité. Tu vois, si on fait le pendant avec la triple lune, il y a Flora qui est vraiment dans cette notion de jeune fille, ouais, exactement. Maya plutôt sur la mer, l'abondance, la fertilité nourricière, quoi, comme tu l'as dit. Et puis Gaïa qui a cette espèce de sagesse, d'absolutisme aussi. Hein. C'est assez fou, je l'avais pas vu celui-là du coup. Ouais. Et Gaïa Maya, ça signifie mère allaitante de la terre. Voilà, en toute humilité. Voilà, en toute humilité, exactement. Symbole très fort. Simplement. Et effectivement, pour élargir un petit peu notre vision des choses, un parallèle peut être fait avec la déesse hindoue Maya, avec un Y cette fois, qui est la nature divinisée, la mère de tous les êtres. Et on dit aussi qu'elle est source de la mer et du lait. De la mer, l'océan. Ouais. Et bien évidemment, on retrouve cette mer primordiale dans différentes cultures avec des équivalences. Bien sûr. D'ailleurs, chez les Irlandais, c'est cette fameuse Dana, sur laquelle il y a... sur laquelle il n'y a aucune littérature. Il n'y a aucune information sur Dana. C'est vraiment compliqué. C'est toujours compliqué. C'est un peu comme, on parlait de Belisama. Du coup, moi, j'avais fait 2 mots sur elle. Donc, c'est vraiment cette déesse gauloise qui était fêtée à Beltane, et en tout cas au 1er mai, et qui rejoint en fait les mêmes symboliques. Alors elle est moins fleur et elle est plus peut-être une déesse mère dans sa symbolique, parce qu'elle est vraiment associée pour le coup au feu domestique, mais aussi... Elle a un côté Hestia un peu, je trouve, pour faire un parallèle. Oui, tout à fait. Et alors après, par contre, elle a été assimilée plutôt à Minerve dans la mythologie romaine. Quand ils ont conquis la Gaule, elle s'est transformée en Minerve, Belisama, donc c'est assez marrant. Et surtout parce qu'elle est patronne des artisans, beaucoup, et notamment des artisans du métal, la forge, le feu. Voilà, on en revient toujours à ce symbole de forgeron, de travailler avec du feu, où c'est vraiment des symboles qu'on retrouve à Beltane. Et aussi des sources thermales, parce qu'elle est guérisseuse. Donc on retrouve cette dualité feu-eau dont tu parlais tout à l'heure, que je trouvais intéressante. Et on la retrouve, on sait quand même qu'elle était célébrée, parce qu'on a retrouvé donc 2 inscriptions qui attestent de son existence. Une à Vaison-la-Romaine, qui indique, donc un émetton, c'était le frontispice d'un temple en fait, qui indique une inscription à Belisama. Du coup, c'est plutôt en Provence, Vaison-la-Romaine. D'ailleurs, Vaison-la-Romaine, pour les filles qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément l'occasion d'aller sur des sites, parce que pour des questions de proximité, Vaison-la-Romaine, c'est à peu près 3 heures de route, je dirais, peut-être 3h30. Et c'est un site incroyable. C'est un très beau site, qui est peut-être dans la liste des choses à faire, pas trop loin de Genève. Voilà. Et aussi, on a trouvé une dédicace sur une céramique à Liberchy en Belgique. Voilà. Et là, c'est plutôt la seconde moitié du second siècle. C'est à peu près les 2 sources épigraphiques qu'on a sur Belisama. Donc on sait qu'elle était fêtée, mais là pareil, on n'a pas des sources qui sont
qui sont immenses parce que c'était, déjà c'était des déesses. Traditions orales aussi. Des traditions beaucoup orales. Ouais. Et puis, il y a toujours cette histoire de colonisation, colonisée par les Romains et ensuite par la culture chrétienne. Donc, forcément, ça se noie un petit peu dans les sources, quoi. On ne trouve pas plus que ça, quoi. Voilà. Oui, en sachant que la plupart des écrits qu'on a, c'est les chrétiens, en fait, qui ont écrit sur les païens. C'est ça. Donc, c'est toujours un petit peu le problème qu'on a, c'est souvent des écrits qui sont tardifs, ouais. Et après, je sais pas, moi j'avais noté aussi la nuit de Walpurgis quand même. Oui. Donc je pense que tu vas peut-être en parler après. Rapidement, si tu Non, mais on peut vas-y, on peut commencer là-dessus, puis moi je complète à la limite. Ok. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller en Allemagne faire la nuit de Walpurgis. Carrément. Donc 2024, c'était quoi ? On était sur la colline d'Édimbourg. Ouais. 2025, Walpurgis. Voilà, si vous avez un truc à soumettre pour 2026, c'est bon, on est preneuse. On est booké. On est booké pour On les est 10 booké. prochaines années. Exactement, les 10 prochains Beltane, on peut faire un petit quart de sorcière. Franchement, Carrément. parce que ce serait tellement énorme. Moi, tellement. Et après, on fait le guide touristique des sorcières. Moi, je suis open. Ok. Dites-nous si vous êtes intéressés. Exactement, dites-nous. Carrément. On fait un sorcière tour. Ah ouais. Attends. Un sorcière tour, non mais arrête, tu me vends du rêve. Oui, carrément. Mais je sais qu'en plus, vraiment, pour le coup, je pense que l'Allemagne, c'est pas vraiment loin. Et je sais qu'en Italie, au nord de l'Italie, il y a un site aussi très important de sorcellerie. Donc, oui. c'est peut-être faisable. Ok. 3 cercles entendus. Alors, pour faire une petite corrélation entre le mois de mai, les sorcières et les déesses, parce que moi j'aime bien toujours faire rejoindre la figure de la sorcière avec les déesses, j'ai envie de parler de Médée. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais bon voilà, elle revient toujours dans ce que je fais, donc voilà. C'est une déesse de la mythologie grecque qui marche parmi les mortels. Je dis qu'elle marche parmi les mortels parce que toute sa mythologie la met en scène avec des personnages mortels, des humains, des humaines. Et elle est sorcière et prêtresse d'Hécate, donc mère de la magie. Elle est connue pour ses élans passionnels, et donc ce qui ressort, c'est l'élément feu, beaucoup, dans sa mythologie. Et le chaudron est un de ses outils. Justement, on parlait du feu et de l'eau. Elle est spécialiste dans le rajeunissement grâce à ses rites qu'elle opère dans le chaudron. Et c'est là où je fais la corrélation, c'est qu'on retrouve des traces de culte en Italie, où elle a fusionné avec la déesse italique des serpents Angitia, si je prononce bien. Et chaque année, le 1er mai, il y a un festival des serpents. Ouais, à Coculo, qui est proche de Rome. Et ça, c'est une survivance en fait du culte de Médée au 1er mai. Et donc, initialement, cette procession était dédiée à ces déesses, mais elle a été récupérée par les catholiques. Et donc, elle a été remplacée par le saint Dominique, protecteur des morsures. Donc aujourd'hui, la procession est faite avec un saint. Mais à l'époque, on peut imaginer la statue de la déesse ornée de bijoux et de serpents vivants qui étaient portés à travers le village. Voilà, faut imaginer. Oh là là. Et les serpents s'enroulant autour d'elle et des porteurs. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est impressionnant. La statue est pleine de serpents. Il y a légion des serpents de partout. En fait, ils ont été les chercher dans les montagnes, parce que c'est une zone qui abrite énormément de serpents. Et aujourd'hui, ils sont relâchés dans la forêt après le festival, mais à l'époque, ils étaient sacrifiés et mangés, quoi. Donc, et le serpent, justement, il a ce côté très igné, comme le dragon, c'est une créature de feu. Et donc, salamandre. Exactement, donc qui est très lié avec ce sabbat aussi du 1er mai. Et donc voilà, c'est vraiment une période pour honorer les déesses mères, les déesses primordiales de la terre, de l'eau et du feu. Moi, j'avais noté dans les déesses aussi... dans les déesses de la sexualité, peut-être pour donner des idées aux filles, pour aller avec d'autres déesses si elles ont envie. Il y avait Aphrodite chez les Grecs, Vénus chez les Romains, cette notion de sexualité, d'amour, de sensualité. Artémis, Diane aussi la nature, etc. Bon, Dana, on en a parlé. Freya dans le panthéon nordique, quand même sexualité... Freya, c'est quand même la seule déesse qui n'est pas associée à un pendant masculin dans le panthéon nordique, ça fait de ma part, et qui a vraiment cette notion de liberté sexuelle sur son char tiré par des lynx, on ne le soulignera jamais assez. Voilà.
tellement Moi, bien. j'ai l'anecdote de la naissance d'Aphrodite quand même, donc on revient sur toujours des mythes très sympas, mais elle est née en fait du fait qu'on a coupé les testicules de Ouranos, elles sont tombées dans la mer, et de l'écume qui s'est formée, est née Aphrodite, déjà en déesse toute faite, elle n'est pas passée par le stade de l'enfance, etc. Elle était déesse pleine dès l'écume de couille. son arrivée. Et voilà, ouais. C'est assez, du coup, d'où sa sensualité certainement exacerbée, etc. Okay. Enfin, il y a ce magnifique tableau que tout le monde connaît de Botticelli, de la naissance de Vénus. Si vous passez par l'Uffizi à Florence, allez le voir, parce que c'est quand même un gros morceau. Mais oui, il y a vraiment cette image-là de profonde sexualité chez Vénus Aphrodite. Ouais. Donc du coup, complètement associé à ce sabbat. On a parlé du roi Ou, de la reine, de l'homme vert, pardon, de la reine de mai. On a parlé du mât de mai, on va y revenir un peu plus. Ouais. Mais du coup, Sélénia, tu nous as un peu préparé quelques idées de rituels et artefacts qui sont vraiment en cohérence avec ce sabbat, aussi pour vous donner des idées de rituels et d'artefacts à réaliser. Après, comme toujours, la plus forte magie, c'est la vôtre. Donc, si ça ne fait pas sens pour vous, ou bien que ça vous amène à devoir acheter plein de matériel pour faire votre madmé, ou Dieu sait quoi, c'est peut-être pas intéressant. Appropriez-vous comme vous avez envie et besoin avec ce que vous avez autour de vous. Peut-être, moi, j'ai envie de vous inviter à entendre que c'est une célébration de la nature, de la fertilité, de la croissance, et que du coup, notre ésotérisme ou notre spiritualité, ce serait quand même un petit peu compliqué qu'elle soit en heurts ou en incohérence avec cette notion de respect de la nature. Voilà, je le souligne souvent parce que je suis assez choqué de la manière dont la spiritualité et l'ésotérisme aujourd'hui peut détruire la planète, entre autres avec... La surconsommation surtout. La surconsommation, les cristaux par exemple, la plupart des cristaux ne sont pas du tout éthiques dans la manière dont ils sont et extraits et préparés. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'enfants qui vont dans les mines quand il est question du mica. Enfin, pardon, c'est un petit moment revendicateur, mais voilà, consommez en conscience, renseignez-vous sur ce que vous consommez, et puis peut-être soyons vigilantes aussi à l'appropriation culturelle, mais ça on va en faire un thème bien particulier avec Lucie parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, mais je le redis, le Palo Santo, c'est un bois absolument puissant, extrêmement rare, mais pas chez nous. Chez nous on a le romarin, ça marche très bien. Voilà, donc c'était mon petit instant préparatoire aux rituels et artefacts. Faisons de la magie avec sens et dans ce qui est local pour nous. J'étais pas rigolote, pardon. Non, écoute, moi je pense qu'on peut rire de tout, mais tout en étant sérieux quand même. Donc t'as raison, il faut parler de ces choses. Moi je suis totalement d'accord. Et puis oui, pratiquer en conscience, c'est quand même l'essence même du but d'une spiritualité, quelle qu'elle soit. Donc si derrière on est conscient des impacts, il faut que ce soit en accord avec ses propres valeurs aussi. Et moi clairement, oui, ça c'est des valeurs qui me parlent aussi. Et du coup, 1er mai. Voilà, 1er mai, effectivement, en tant que sorcière moderne ou en tant que païenne, on peut faire beaucoup de choses et célébrer à notre manière. Je vais revenir un petit peu sur un petit peu d'histoire, mais rapidos. Et on va voir comment on peut nous approprier, entre guillemets, toute cette magie qui nous vient de nos ancêtres. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Beltane parce que dans notre récupération des célébrations païennes, dans notre système de sorcières modernes, on est très influencé par la Wicca. Oui. C'est ce que tu disais, je crois, dans un précédent podcast. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rites qui nous viennent en fait des célébrations celtiques. Et on retrouve d'ailleurs dans ces célébrations, comme tu en parlais, la danse autour du mât de mai. Et ce mât de mai, en fait, est encore monté aujourd'hui dans beaucoup de contrées. Et dans les bois de Jussy, parfois aussi, je le glisse, je vous en reparle après. Et qu'est-ce que c'est que le mât de mai ? En fait, c'est un grand poteau dans le sol, c'est un symbole phallique, en fait. Et en fait, il y a des rubans qui sont attachés tout autour, des rubans de toutes les couleurs. Qui sont attachés plutôt à son sommet. Et puis les participants prennent chacun un morceau de ruban et tournent en fait autour du mât. T'as l'air de connaître. J'adore ce truc. Et l'année dernière, on l'a fait dans un cercle de sorcières et c'était absolument magique. Donc moi je suis hypnothérapeute. J'ai pas mal creusé sur le thème de l'hypnose et de ce qui peut se passer dans cette partie de nous quand on est dans cette
avec le cerveau en état hypnotique, et on a vécu une expérience assez incroyable l'année dernière parce qu'on a dansé autour du mois de mai qui était complètement végétal, pour le coup c'était un bâton, voilà. Et puis au départ il y avait un peu de gêne parce que c'est rigolo, on est aussi dans l'appropriation de notre spiritualité, donc il y a un moment un peu rigolo, on ne sait pas si on passe dessus, dessous, on est complètement paumé même. Et tout à coup il y a un truc qui se crée dans la danse où il y a vraiment, on s'entrelace les unes les autres. Et notre mas, c'est vraiment rigolo, on le postera en story sur 3 cercles. Il y a une partie qui est n'importe quoi, c'est un gloubi-boulga au départ, tout est entremêlé, etc. Et ensuite, c'est d'une précision, mais mathématique, vraiment. Et les entrelacs sont parfaitement alignés. Et j'ai ce souvenir dansant de virevolter avec les sorcières. Et ouais, voilà, bah oui. Il y a vraiment eu ce moment où en fait... Oui, on est rentré vraiment dans la danse cosmique, de mai, quoi. Et voilà, on a tressé sans le voir, sans faire attention. Enfin, on savait vraiment dessous, on savait comment passer. Il y avait plus cette gêne, ce moment de fais attention, tu plantais. Non, c'était vraiment un super moment. Je trouve que ça fait vraiment écho à cette perfection un peu du système solaire, cosmique, avec les planètes, exactement. Ouais, puis à un moment donné, tout se met en harmonie, tout se synchronise. En inertie cohérente, comme ça, autour de ce bâton. Ouais. Je vais caser du coup ma petite anecdote. J'ai trouvé un auteur qui s'appelle Georges Posner et qui relie la tradition de l'érection des mâts de mai à une tradition encore plus ancienne, encore plus cosmique, qui nous vient d'un peuple très très spirituel qui serait les Égyptiens. Puisque eux, pour célébrer Osiris et la renaissance d'Osiris, ils élevaient ce qu'on appelle des piliers de jade. Et ces piliers de jade étaient en fait entourés de bandelettes de momies. On sait tous que Osiris, c'est le dieu qui a été déchiré et répandu dans le delta du Nil par Seth. Et ensuite, sa femme Isis l'a recousu et momifié. Et c'est de là qu'ensuite la vie est revenue. Et il y avait vraiment cette tradition des piliers de jade avec les morceaux de bandelettes de momies. Et je trouve ça super symbolique. Et vraiment, il y a ce côté de la mort revient à la vie avec ce pilier qui est totalement phallique. Là, pour le coup, le pilier de jade, c'est le symbole du sexe d'Osiris en érection. Il n'y a pas de doute ni quoi que ce soit. Et vraiment, pour le coup, les Égyptiens, c'est une civilisation tellement mystique, tellement reliée au cosmos que ça fait totalement sens avec ce que tu viens de dire en fait. Ouais, trop bien. Et puis aussi, on en vient aussi à des pratiques de divination, donc par le feu, par l'eau, tout ce qui est rituel aussi de protection des maisons, de cueillette de plantes, des seaux au-dessus des feux aussi. Ça, c'est une tradition qu'on trouve dans beaucoup d'endroits pour s'assurer bonheur et fertilité. Et puis, pour revenir sur le mois de mai, pour l'intégrer dans une pratique contemporaine, c'est vrai qu'on peut se réunir entre sorcières quand on peut, quand on a l'espace aussi pour le faire. Mais parfois, on est aussi en milieu urbain où on est un peu contraint, ou alors on peut être aussi solitaire. Et donc, il y a une alternative, c'est qu'on peut créer un petit mois de mai dans un petit pot de fleurs, par exemple. Donc, on peut se servir de n'importe quoi, même des matériaux récupérés. Ou voilà. Moi, je sais que pendant des années, j'ai eu cette pratique d'avoir mon petit mois de mai pocket en gros, sur mon hôtel, et ça permet de se relier à ces énergies de sabbat. Et puis c'est ce qu'on disait, c'est que c'est intéressant d'élargir notre vision sur les différentes coutumes du mois de mai en Europe et aussi ailleurs. Par exemple, si on regarde du côté du Japon, on retrouve aussi beaucoup de rites autour du cerisier. Ah bah ouais, forcément. Et durant cette période, ils boivent du vin et ils récitent des poésies aux arbres. Et je trouve ça... Moi, j'aime la poésie. Une fois... j'adore. Moi, j'aime le vin. Une fois, ouais, je vais aller réciter des poésies aux arbres. C'est plutôt du saké, c'est de l'alcool ça, j'aime moins. Mais c'est pas grave, j'irai avec mon verre de vin à côté des... La vigne se cultive moins bien au Japon, mais il y a vraiment cette tradition de ohanami, donc on retrouve la tradition de mais tu manger connais dehors. Bien, toi, en plus. Oui. Donc d'aller manger dehors sous les cerisiers en fleurs. Alors c'est un petit peu avant, c'est plutôt maintenant en fait. Et donc au mois d'avril. Et c'est vraiment, dans les parcs, notamment à Tokyo, où c'est une ville qui est quand même très 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 urbanisée, c'est une des plus grosses mégapoles du monde. Il y a vraiment ces parcs, un immense parc de Shinjuku par exemple, où il y a tous les cerisiers qui sont en fleurs au maximum de leur florence. Et tout le monde est sur des bâches sous les cerisiers en train de manger, de pique-niquer, de boire. Il y a vraiment ce côté banquet traditionnel
pour fêter le printemps. C'est aussi un symbole de réussite aux examens. C'est la période pile des examens. Donc quand un japonais dit cerisier en fleurs, c'est qu'il a réussi tous ses examens à l'école. Et on n'a pas parlé vraiment du banquet avant, mais la notion de partage de repas, de banquet et de fête, elle est très présente aussi à Beltane, pour le coup. Ouais, mais tous les sabbats, de toute façon, banquette. Oui, c'est vrai qu'on boulotte tout le temps. Et puis, c'est vrai, mais il y a cette notion, de toute façon, dans les coutumes païennes, de partage, de procession, d'aller donner aux plus pauvres. Oui. Et dans les campagnes aussi, j'ai pas pensé à le dire, mais c'était vraiment aussi le moment des foires et des marchés qui rouvrent, et notamment des foires aux bestiaux. Et donc, il y avait tous les maquignons, notamment, qui achètent les bêtes, etc. C'était vraiment à ce moment-là qu'on faisait les meilleures affaires aussi. Donc, c'est aussi ce côté, pas seulement fécondité ou prospérité purement physique, mais il y a aussi ce côté abondance, même matérielle, quoi, même de projets, même de choses comme ça qui vont prospérer à cette période. Et puis évidemment, si on se réfère au Florifertum romain, donc le festival des fleurs de Flora, il y a des rituels d'offrande de lait, de miel qui étaient faits aux fleurs en fait pour assurer sa propre protection. Et des prières à Maya aussi peuvent être faites. À l'époque, Maya était reliée à un festival, le festival des lémures, parce que à la période du mois de mai, tu l'as dit, c'est le film entre les mondes devient de plus en plus fin, et donc beaucoup d'esprits errants passent, et voilà, avec des esprits malins, très malicieux, et donc voilà, on peut nourrir ces esprits pour tout simplement qu'ils passent leur chemin et qu'ils aient fait leur farce à d'autres. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans les légendes gaéliques, on se protège des fées qui mettent un gros bordel partout. Et donc, l'un des principaux rites est de décorer sa maison avec des branchages d'aubépine, t'en as parlé. Donc ça, l'aubépine, c'est une plante qui est toujours très utilisée, notamment par les sorcières modernes pour faire des amulettes de protection. Et aussi des porte-bonheur d'ailleurs pour nous accompagner dans cette nouvelle période qui est un peu transitoire en fait. C'est une période un peu de transition maintenant. On le sent, on est vraiment entre deux choses. C'est ça, on est entre deux choses. Et on protège également les couples avec des bouquets d'aubépine. Et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien en Irlande qu'en Grèce. Moi je suis toujours fascinée par... comment ça voyage par cette toile d'araignée de tradition qui voyage. Je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi pour les divinités, moi j'adore faire des liens entre ces différentes divinités, parce que finalement l'archétype il est simple, manger, la nature, enfin la vie se ressemble à peu près là où on est, et donc du coup les archétypes, qu'ils soient féminins ou masculins, ont des similitudes, et je trouve génial de les relier, puis d'après de voir les différences dans les cultes en fonction des lieux. C'est assez... c'est vraiment fascinant, je trouve. Et puis on a parlé de la magie de la rosée, et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de coutumes du 1er mai où il est question aussi de s'asperger ou de s'immerger dans les eaux des bassins, des fontaines et autres étendues d'eau sacrée. Alors il y a un rituel d'origine celte qui s'appelle la magie de la rosée aussi, qui, tu vois, c'est dingue, on le retrouve mais aussi on le retrouve complètement, c'est vraiment arrivé jusqu'à nous, quoi. Et en fait, il est question de se nettoyer le visage à l'aube avec la rosée du 1er mai, et en particulier la rosée de l'aubépine pour obtenir un joli teint. C'est secret beauté. J'espère que c'est bien noté, mes très chères sorcières. Voilà, rosée du jour sur l'aubépine, c'est ça. Ouais. On mettra une photo d'aubépine. Sur de l'aubépine. C'est ça. Comme ça. Moi j'en ai une pas très loin de chez moi. Elle est petite, alors j'ose pas. Elle est dans la forêt, mais ça me fait de la peine de couper quelque chose. Oui. Un tout petit bout, je laisserai tu peux fratouiller sa rosée sur ton visage sans la blesser pour le coup. La rosée, oui, ça pique. On peut la récupérer avec mettre un linge, et puis laisser le linge s'imprégner de la rosée et ensuite on peut faire des... C'est pour ça que t'es super belle. Bah oui. Quand on saura tout. Donc l'année prochaine à Édimbourg, vous me verrez avec un teint resplendissant. Écoute. Bon, c'est à ça que sert partage de sorcières, parce que pour le coup, partage de sorcières. Voilà, c'est QFD. Mais c'est ça la magie, c'est toutes des petites choses. Les rituels de beauté, ça fait énormément partie de
de la sorcellerie féminine aussi. Bien sûr. Ouais. Et tu me disais qu'il y avait quelque chose à Genève aussi. Voilà, si là, justement, mais... voilà, j'en suis là. J'allais parler aussi de Walpurgis, mais j'en viendrai après. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant de regarder les restes de coutumes qu'on a localement aussi. Là où on vit, qu'on soit d'origine ou pas, là où on vit, c'est vrai qu'on se connecte avec les énergies du lieu. Bien sûr. Et en fait, moi, je me suis rendu compte... qu'en vivant à Genève aussi, il y avait des survivances païennes, et notamment dans la célébration du feuillu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, je suis récemment genevoise, donc... Je suis vaudoise, donc non. Le feuillu ou Le feuillu. Feuillu. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une survivance de l'homme vert qu'on retrouve partout en Europe. Et en fait, c'est une fête populaire et folklorique du canton qui est très ancienne. Et elle a lieu le premier dimanche de mai. Et les participants donc, sont couronnés de fleurs. Une petite fille représente la reine de mai. Et un petit garçon représente le roi de mai. Mais arrête. Et oui, à Aunay, dans plein de petites communes, ça se fait. Ok. Ouais. Et donc, il y a aussi quelque chose, c'est que ces enfants-là, ils sillonnent le village ou leur quartier avec un petit char sur lequel est placé un feuillu, c'est-à-dire un arbre. Fait avec des végétaux. Beaucoup de vers. Et à l'époque, qui était aussi appelé la bête et qui symbolise la victoire du printemps sur l'hiver. Ok. Ah ouais, donc on est dans le combat du roi Hou et du roi Chêne. Et ben ouais, on retrouve encore Incroyable. ça, même ici, voilà, dans nos vieilles traditions. C'est pas très étonnant, la région a été beaucoup au centre de nombreuses migrations. Et il y a des sites romains très proches. Moi qui vis à Lyon, c'est une ancienne cité romaine, donc Colonia Julia Equestris, fondée par Jules César justement. Et donc oui, ça m'étonne pas. Il y a aussi eu tous les Celto-Ligures, les Helvètes, c'était des Celtes. Oui, donc, c'est on vrai. On retrouve quand même beaucoup ces anciennes traditions. C'est fou que ça perdure. Oui, c'est ça en fait. Surtout dans une ville qui a quand même été écrasée par le protestantisme, avec tout ce que ça peut avoir eu de très entravant d'un point de vue des loisirs. Enfin, je crois qu'à Genève, c'était interdit de rire dans la rue, interdit de se masquer. Ah oui, sous l'époque calviniste. Voilà, c'était vraiment particulier. Et il y a quand même ces résurgences, ce qui est assez génial. Et oui, et en fait, justement, ces fêtes, elles ont été interdites pendant un moment donné, mais c'est revenu, quoi. C'est revenu quand même. C'est revenu. Ouais, parce que c'est tellement connecté, je pense, les gens, ça leur parle, quoi. Donc, voilà, la petite fille et le petit garçon, je trouve ça trop fou. Trop mignon. Et ce symbole de l'homme vert, c'est vraiment un mystérieux personnage qui apparaît partout dans les festivals et kermesses du 1er mai en Europe, mais aussi sur les murs, les piliers, les plafonds des églises. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Non. Mais regarde bien sur les églises, tu verras souvent des faces d'hommes feuillus. Ok. Ouais, avec des feuilles autour du visage. Ça, c'est dans les... Alors, les mystères des cathédrales, c'est encore une de mes marottes, mais oui, il y a des symbolismes que les bâtisseurs de cathédrales, qui sont les ancêtres des maçons, ont placés, qui sont vraiment qui sont assez intéressants à voir des fois. J'ai pas noté d'hommes feuillus, mais j'en ai peut-être pris en photo parce que j'adore prendre les chapiteaux de colonnes. Ah bah tu nous partages si c'est le cas. C'est possible, je vais regarder dans ce que j'ai. Trop bien. Et les sorcières, si vous avez aussi des images qui vous viennent comme ça de lieux proches de chez vous, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer sur 3 cercles, on les riposte volontiers. Un des plus connus, c'est l'ange au sourire de la cathédrale de Reims. C'est cet ange magnifique qui a un sourire très énigmatique et qui est sur le portail d'une des plus belles cathédrales de France. Et en fait, on sait plus ou moins que ce serait un vagabond, un clochard un peu aviné que le sculpteur aurait pris comme modèle. Des petites histoires comme ça qui sont marrantes. Donc, pourquoi pas, des symboles païens, il y en a énormément. Les labyrinthes, etc. a été très, très utilisé. On sait les origines que ça. Donc oui, c'est peut-être un autre sujet de podcast. Peut-être un autre sujet de podcast. On part à la chasse à l'homme vert. Et donc, pour revenir au rituel qu'on peut faire au mois de mai, du coup, il y a l'union de ces deux esprits, reine de mai et homme vert, qui annoncent la croissance. Pourquoi la coutume célèbre les mariages païens au mois de mai. Et les divorces, non ? Et les divorces, et notamment avec la cérémonie des mains liées et des liés. Et voilà. Donc, pour résumer, les rituels qui peuvent être faits au mois de mai sont les suivants. Se lever tôt pour aller chercher des fleurs et profiter de la rosée. Préparer un mas de mai. Accrocher et suspendre des rubans, des fleurs aux fenêtres ou aux arbres.
Faire des offrandes aussi aux esprits errants ou aux fées aussi, si vous avez des spots où vous captez qu'il y a quelque chose, une énergie particulière. Faire un feu de mai, formuler des vœux et sauter au-dessus du feu. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand le feu est mourant, c'est mieux. Éviter les accidents. Attention. Voilà. Nous ne serons pas responsables. Voilà. Et aussi, pour se relier au côté haut de Beltane, prendre un bain, une douche de purification. Pour les plus courageuses, peut-être aller s'immerger dans le lac. C'est une super idée. Au mois de mai, ça devrait se faire. Ouais. Là, j'irai pas encore, mais au mois de mai, oui. Et puis pareil, symboliquement aussi, peut-être quand on est une sorcière urbaine ou qui n'a pas le temps ou qui n'a pas forcément de groupe avec qui célébrer, quelque chose qui peut aussi être très symbolique, c'est de remplir un chaudron d'eau et y déposer des fleurs et des bougies flottantes. Voilà, ça c'est un très beau symbole aussi à mettre sur un autel. Créer des guirlandes, des couronnes de fleurs ou encore faire un rameau de mai avec des branchages bourgeonnants. Ça peut faire une déco à la maison et en même temps se connecter aux énergies. Et alors, si vraiment on aime ça, incarner la Dame de Mai ou le feuillu en se costumant. Voilà, on aime. Moi, je suis les deux en même temps. Voilà. Carrément, ouais. C'est vrai. Et puis, éventuellement, célébrer une union ou célébrer une séparation aussi. Ouais, tellement de belles C'est la activités. saison des mariages aussi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on sent que c'est la saison des mariages. Et pour chez soi, j'aime bien cette idée de, comme tu parlais avant, d'un petit mois de mai. On peut aussi se faire une petite baguette magique et décorer son hôtel avec des fleurs. Enfin, décorer son hôtel, je trouve, à chaque sabbat, avec les symboles du sabbat, c'est vraiment une chouette activité en tant que sorcière. Et sorcière urbaine aussi, parce qu'on peut finalement mettre des choses très simples dans un tout petit espace. Pardon, vous avez entendu mon gros bruit de lit, parce que je vous avais trouvé un super cocktail, mais il est tombé. Excusez-moi, je le reprends. Mais effectivement, c'est une super idée d'avoir... Ou même des fois, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un hôtel chez soi, parce que je sais que certaines personnes ont une pratique un peu secrète, enfin, ont des affinités secrètes aussi pour le paganisme et la sorcellerie. C'est vrai que tout simplement avoir un rameau de mai dans sa cuisine, dans un vase, oui, ça n'attirera pas l'attention de qui que ce soit. Ou alors, comme on fait en France, vous avez le muguet, la tradition du muguet du 1er mai. C'est une ancienne tradition qui a des origines antiques, mais qui a été surtout rendue au goût du jour par Charles IX, donc à la Renaissance en 1561. On lui avait offert un brin de muguet, il a trouvé ça super sympa, il en a offert à toutes les dames de la cour et ensuite à tout le peuple français. Le problème, c'est que le muguet est une plante toxique et qu'il y avait une famine. Et donc le pauvre Charles IX avait eu un règne extrêmement sanglant. Il a tout ce qu'il a fait, le pauvre. C'est un roi que moi j'aime beaucoup. C'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle, mais qui est. Il te dit désolé. Désolé. Puis bon, il mort atrocement, peu cher, en suant du sang, donc certainement empoisonné. Et en plus, les gens se sont battus sur sa dépouille. Enfin bon, c'est vraiment tout son règne du début à la fin, c'est une catastrophe intégrale. Et au milieu, il y a la Saint-Barthélemy. Donc, oui, avec lui aussi. Voilà, c'est lui. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et puis les gens ont commencé à mourir parce qu'ils mangeaient le muguet en fait. Ils pensaient que ça se mangeait. Donc si vous cueillez en ce moment de l'ail des ours, faites très attention. Ça se ressemble énormément avec le muguet, mais le muguet c'est toxique. Donc c'est très simple pour reconnaître l'ail des ours. Déjà, il n'y a qu'une seule feuille, alors que le muguet c'est une grosse feuille, mais avec une énorme tige d'où partent toutes les feuilles. Donc là, l'ail des ours, c'est plusieurs petites feuilles. Puis vous le froissez dans votre main. Si ça sent l'ail, c'est que vous êtes safe. Mais faites attention, toujours quand vous cueillez des plantes, soyez quand même attentifs. Oui, dans le doute, ne les mangez pas. Voilà. Voilà, c'est comme les champignons. Soit on connaît bien, soit on ne prend pas de risque. Et d'ailleurs, ça me fait penser, à Trois Cercles, on a créé un Discord où des nanas échangent. Et on a un Discord sur les plantes. Et s'il y a des filles qui sont intéressées à partager leur savoir sur les plantes, elles sont welcome. Au même titre que s'il y a des filles qui ont des questions. Dans notre lot de copines sorcières, il y a plein de savoirs, donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre Discord et à partager avec les autres filles vos éventuelles questions. Avant de terminer cet épisode sur lequel on a longuement parlé, ce sera l'un des plus longs, mais c'est pas grave, c'était vraiment sympa. Je vous repartage mon petit cocktail là, d'amour brûlant. Je vous invite à prendre une petite pincée de piment rouge, 3 cuillères à soupe de sucre de cannelle, un peu d'extrait de vanille, non ça vous pouvez vous en passer, du sirop de grenadine, des glaçons, un petit peu de whisky. Par contre, on peut remplacer le whisky. Du rhum. Si on n'aime pas l'alcool. Ah. Alors là. Tu me poses une colle parce que moi là, il faut mettre un sirop. Il faut... Ouais, voilà. Ouais, voilà. Un autre sirop de votre choix.
Placez vos intentions quand vous faites votre cocktail, quand vous malaxez vos ingrédients, etc. Et partagez cette boisson avec l'élu de votre cœur. Et a priori, devrait s'en suivre un amour brûlant, une boisson de feu qui, partagée avec la bonne personne, allumera passion et désir. Voilà, donc j'essaierai, je vous raconterai sur les réseaux. Ah ouais. Et sinon, pour cette célébration de Beltane 2023, il y aura une lune gibbeuse croissante, donc ça voudrait dire que la lune, elle sera entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc là aussi dans des énergies qui sont ascendantes, donc vraiment en cohérence avec le sabbat, du coup c'est le retour vers l'extérieur, c'est la montée de la sève au sens littéral. En vierge. Alors moi j'y connais rien en astrologie comme vous le savez si vous nous suivez sur Trois Cercles, mais j'ai lu que c'était une période de soin de soi et de simplicité. Et j'ai trouvé ça assez fun de se dire à nouveau on peut faire ces célébrations avec des fleurs mais en toute simplicité et en se mettant nous-mêmes au centre de nos pratiques. Puisque toutes les sorcières font le constat souvent, que ce soit dans les cercles, dans le podcast ou moi dans mes accompagnements individuels, que le soin de soi, il n'est pas forcément très présent. Or, comme tu le disais avant, la beauté, ça fait partie des rituels de sorcières, et la beauté, c'est pas juste avoir du make-up, mais c'est aussi être bien à l'intérieur de soi, s'accorder du temps, la beauté psychologique, la beauté émotionnelle, c'est tout ça et du bien-être. J'avais envie de vous partager 2 dates assez cool, qui sont la même en l'occurrence, voilà. Et le 5 mai à 19h33, il y aura la pleine lune en Scorpion. Et c'est aussi une éclipse lunaire le 5 mai. Donc, ça va être chargé. Ça va être relativement chargé. Et du coup, si vous avez besoin de décompresser après cette éclipse lunaire, vous pouvez venir le 6 mai avec nous dans la forêt. On va célébrer la pleine lune. On va célébrer Beltane avec une petite semaine de retard. Mais voilà, des fois, on ne colle pas aux dates. Ça joue quand même. Et le thème qu'on a mis pour ce cercle de sorcières, c'est le b.a.-ba de la sorcière moderne. L'idée, c'est de pouvoir partager sur nos pratiques avec d'autres femmes et que les femmes qui ont envie d'avoir une pratique de sorcière, mais qui, pour l'instant, ils ne connaissent pas grand-chose et ont envie d'avoir des copines, soient bienvenues. Alors, au moment où on enregistre l'épisode, il reste 2 places. Donc, j'espère qu'au moment où on le diffusera, il en restera au moins une. Et sinon, vous avez tout l'agenda des cercles de sorcières qui commence à être pas mal plein sur le site de Trois Cercles. Anaïs et Sélénia, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous préparez toujours pour les épisodes. Sélénia, on est trop contente de t'avoir retrouvée. Oui, ça fait trop plaisir. C'est vraiment cool. Si vous aimez Partage de sorcières, parlez-en à vos copines. Likez et commentez nos épisodes ou nos contenus sur les réseaux. C'est toujours cool parce que ça nous aide à avoir un peu plus de visibilité auprès des sorcières. Même si en fait, si cet épisode-là pouvait servir qu'à une seule d'entre vous, on serait déjà contente. Totalement. Si vous avez envie, rejoignez le Discord. Pour ce faire, il faut écrire à Lucie sur le compte Insta de Trois Cercles. Et puis, nous, on vous souhaite de très belles célébrations de Beltane. Amusez-vous bien, parce que finalement, c'est un peu l'essentiel. Oui. Et on se retrouve pour un prochain épisode fin mai pour le sabbat de Lita. Et on dira joyeux anniversaire à Lucie. À plus les sorcières. À bientôt. Bye.